Good evening. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the 2019 Martin Ennals Award. C'est avec plaisir et émotion, j'espère, que nous allons partager ensemble cette soirée qui a pour but d'honorer tout particulièrement 3 défenseurs des droits humains. It's with pleasure and emotion, I hope, that we will spend this evening together with 3 outstanding human rights defenders who are the laureates of this year's edition. As you may know, Geneva, City of Geneva, plays a very important role in the organization. Comme vous le savez, la ville de Genève joue un rôle très important dans le financement du prix Martin Ennals. Et je vais bientôt donner la parole à Madame Sandrine Salerno, maire adjointe de la ville de Genève. Mais avant, je souhaiterais vous faire la liste de gens très importants. Madame la haute commissaire des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, madame la députée au Parlement européen, monsieur le représentant de la Confédération auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, mesdames, messieurs les représentants aux chambres fédérales, mesdames, messieurs les députés au Grand Conseil du canton de Genève, monsieur le recteur de l'Université de Genève, monsieur le maire du Grand Saconnet, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers municipaux, monsieur le président de la Fondation Martin Ennals, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs les membres de la société civile, mesdames, messieurs les finalistes, Excellences, et je passe la parole à madame la vice-présidente de la ville de Genève, Sandrine Salerno, que je salue également. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord un très grand merci à Madame Sommer d'avoir fait si bien les salutations protocolaires et la remercie également pour avoir accepté d'être notre maîtresse de cérémonie et c'est très important ce soir. Ce soir est un moment particulier pour la ville de Genève, c'est un moment qui lui tient à cœur, c'est cette 25e cérémonie du prix Martin Ennals. Martin Ennals, on va le voir, le découvrir, même si vous êtes certainement nombreuses et nombreux à le connaître dans cette salle. C'est un homme exceptionnel, un grand défenseur des droits humains dans leur universalité. Mais ce qui est beau au travers de Martin Ennals, c'est les associations, les représentants d'organisations non gouvernementales qui se mobilisent à Genève, partout dans le monde, pour donner un sens réel, concret aux droits humains, aux droits des hommes, des femmes, des enfants, des hommes et des femmes partout dans le monde. Ce soir, nous allons vivre un moment exceptionnel, d'abord un grand moment d'émotion. Nous allons avoir la chance d'avoir la parole de personnes exceptionnelles avec des destins particuliers, magnifiques, qui vont témoigner, qui sont venus de loin, dans des conditions particulières, pour nous parler de leur combat qui est particulier dans leur région, là où ils vivent, mais en définitive qui est un combat qui résonne pour chacune et chacun d'entre nous, parce qu'il parle aux humains que nous sommes, indépendamment de notre lieu de vie. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je représente ce soir le Conseil administratif. À l'occasion de chaque cérémonie du prix Martin Ennals, j'ai toujours un mélange très contrasté de sentiments. D'un côté, une partie, j'ai envie de dire, de fierté, de représenter la ville de Genève, ma ville, qui est le cœur de très très nombreuses organisations internationales, de missions diplomatiques, le siège aussi, d'organisations non gouvernementales, une ville qui s'engage pour les droits humains, qui s'engage financièrement parce qu'elle développe chaque année des projets via une partie de son budget pour soutenir des projets en matière de droits humains, un montant qui est conséquent et qui permet notamment au prix Martin Ennals de se tenir à Genève, mais pas uniquement, mais aussi une ville qui critique, qui a un regard incisif sur ses propres pratiques et qui veille au quotidien à protéger ses citoyens, ses citoyennes, parce que les discriminations, les manquements en matière de droits humains, ils existent partout dans le monde, y compris à Genève, et que la ville de Genève est particulièrement attentive à corriger et à protéger les populations qui résident en son sein. Donc une partie de joie, de bonheur,
et puis en même temps, à chaque remise de prix, un sentiment qui ressemble à une certaine forme de révolte et de colère. Parce que nous aimerions certainement toutes et tous dans cette salle savoir que le prix Martin & Hals n'a plus aucune raison d'exister, qu'en définitive, les droits de chacune et de chacun, partout dans le monde, sont respectés et que nous n'avons plus besoin d'avoir des hommes et des femmes extrêmement courageux qui, au péril de leur vie, mènent des combats pour une certaine vision de l'humanité et, dans tous les cas, pour une dignité humaine respectée. Or, ce n'est pas le cas et nous le savons. Nous allons ce soir entendre des témoignages forts, des témoignages bouleversants de personnes qui, de manière lucide, portent un regard sur leur pays. Et ces pays, j'ai cité Genève, je pourrais citer la Suisse, mais ça, la Turquie, la Syrie, la Russie, la Birmanie, la Colombie, le Venezuela, sans cesse, partout dans le monde, les droits humains sont attaqués. À chaque fois, celles et ceux qui se lèvent, qui se battent pour les défendre, le font au péril de leur vie, au péril de la vie de celles et ceux qu'ils aiment aussi, qui leur sont proches, puisqu'on sait que très souvent les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas uniquement la cible d'attaque, mais que leurs proches le sont aussi. Et ces hommes et ces femmes, vous allez le découvrir ce soir, ce sont des enseignants, des enseignantes, des paysans, des ouvriers, des journalistes, des avocats. Somme toute, ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui, dans leur communauté, dans leur pays, un jour se sont levés, ont rassemblé tout leur courage pour s'élever contre des États parfois barbares qui imposent la loi du plus fort et qui orchestrent souvent eux-mêmes la répression sur leur population. Alors, de décerner ce soir le prix Martin & Hals à Genève, ça peut paraître peut-être pour certains une banalité, mais en définitive, lorsqu'on lit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le journal Le Temps, on se rend compte que ce prix a beaucoup d'importance. Il a beaucoup d'importance pour Genève, il a beaucoup d'importance pour les organisations non gouvernementales qui essayent de protéger leurs activistes dans les pays, il a beaucoup d'importance pour les hommes, les femmes qui vont monter sur ce plateau et qui vont vous parler de leur vie, des risques qu'ils prennent, de leur combat. Ce prix est essentiel, il est essentiel pour eux, il est essentiel pour nous toutes et tous, il est essentiel pour Genève, Genève qui veut être une ville de défense des droits humains et qui veut continuer et qui continuera, indépendamment des pressions des États, à être une ville ouverte, où l'on parle, où l'on dénonce, où l'on discute et où l'on espère être entendu par les États qui, dans le système onusien, font des normes, ces mêmes États que l'on voudrait voir au quotidien respecter les normes et encourager leur population à vivre dans des conditions qui sont des conditions dignes. En conclusion, je voudrais aussi remercier les membres du jury du prix Martin & Hals qui, chaque année, ont cette très délicate mission de choisir quelques personnes exceptionnelles, alors que dans leur réseau, il y en a tellement. Et puis, j'ai une salutation particulière, un petit coup de cœur pour une personne qui est dans la salle, au premier rang, Hans Thulen. Hans, qui est venu me voir en 2007, alors que je commençais mon mandat de conseillère administrative, avec le projet que la ville porte, le prix Martin & Hals, qui, toute sa vie, a été parmi les justes, parmi les défenseurs des droits humains, qui a su à la fois trouver les mots pour me toucher, mais au-delà des mots qu'il a pu m'adresser, implanter ce si beau projet qui a tellement de sens au cœur de Genève. Merci à vous toutes et tous d'être présents, si nombreux dans cette salle. Je pense que ce soir, on démontre que l'attachement aux droits humains est un attachement réel qui résonne dans le cœur des Genevoises et des Genevois. Et pour être porte-parole ce soir du Conseil administratif, c'est avec beaucoup de fierté que je vois la salle de cette maison communale de Plainpalais remplie de défenseurs, défenseuses des droits de l'homme, mais aussi de Genevoises et de Genevois engagés. Merci à toutes et tous.
Et merci à vous, Madame Salerno. Et nous aussi, nous avions envie de mettre en lumière le coup de cœur de Madame Salerno, c'est-à-dire Hans Tollen. He's a very special guest. C'est un invité très important. C'est l'un des fondateurs du prix Martin Ennals il y a 25 ans. C'est sa dernière édition. Nous avions voulu lui rendre hommage. Est-ce que Monsieur Tollen peut venir nous voir? Bonsoir. Maybe in English, because Yes. Peut-être en français, en anglais, pardon. Quand vous avez créé ce prix ou cofondé ce prix il y a 25 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce prix? Martin Ennals était quelqu'un qui savait inspirer. Non seulement il a dirigé Amnesty International à l'époque, mais il est venu en aide à d'autres organisations, à d'autres ONG. Il est devenu le père fondateur de ce mouvement de défense des droits humains et qu'il souhaitait voir collaborer ensemble. Donc, il lui paraissait tout à fait normal, après, de créer un prix en son nom pour exprimer le soutien que nous voulions apporter aux défenseurs des droits humains au nom de la collectivité. Donc, après quelques années, avec l'aide de beaucoup, ça a devenu une réussite et des journaux ont commencé à dire eh bien finalement c'est le prix Nobel défense des droits humains. Je me suis dit pourquoi pas, après tout il n'y a pas de prix Nobel pour la défense des droits humains, peut-être on devrait le créer. Question, donc après tout ce travail, pourquoi est-ce que vous nous quittez? Réponse. Écoutez, quand j'ai rencontré Martin Ennals dans les années 80 à Genève, il venait de quitter Amnesty International et je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que tu quittes Amnesty International alors que c'est une réussite éclatante ?» Et je me rappelle sa réponse assez bizarre, tout à fait digne de l'humour anglais. Il a dit « Hans, je préfère le suicide au parricide ». Alors, je vous rassure, il n'y a rien de cela à la Fondation Martin Ennals. Je quitte simplement le navire parce que je pense que la rotation, c'est une bonne chose. 25 ans, c'est un bail. Et par ailleurs, le navire se porte extrêmement bien, donc je crois que je peux partir tranquille. Question, est-ce qu'on va continuer à vous voir en Suisse ou vous allez quitter la Suisse et vivre dans une île? Réponse, je vis déjà sur une île. Non, en fait, malheureusement pour vous, je n'en ai pas terminé avec Genève. Cela reste le cœur de la défense des droits humains, comme Sandrine l'a dit, et je suis très heureuse de lui rendre le compliment. Bien entendu, grâce à vous et à d'autres, je reviendrai. Je reste active dans une association qui s'appelle True Heroes Films. Vous allez voir donc cette association qui fait des films sur les défenseurs de droits humains. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai la possibilité de continuer mon travail en tant que président du jury sans droit de vote. Et c'est très agréable pour moi de le faire cela parce que c'est extraordinaire. Et je souhaiterais remercier les 10 organisations membres du jury pour le savoir-faire et la collaboration dont ils savent faire preuve. Question, donc je pense que vous avez des nouvelles pour nous ce soir, les raisons pour lesquelles nous sommes là, qui sont les finalistes et qui est le lauréat de cette édition 2019. En tant que président du jury, je connais ces informations. Bien entendu, aujourd'hui, nous allons célébrer 3 défenseurs des droits humains parmi tant d'autres, seuls 3 défenseurs, mais il y a des jours qui se battent tous les jours pour défendre les droits d'autrui et à leur
au péril de leur vie. Vous connaissez les 3 finalistes, ils vont s'exprimer eux-mêmes, vous allez voir les films, mais je souhaiterais les saluer parce que je sais qu'il y a Marino Cordoba Berrio au premier rang. You can applaud. Vous aurez l'occasion de l'applaudir à beaucoup de reprises ce soir. C'est un Afro-Colombien. Sa communauté subit de fortes pressions en Colombie. Ils doivent se battre pour défendre leurs droits et le droit d'autres groupes ethniques dans un pays. Au cours des 2 dernières années, 400 chefs de communauté ont été assassinés. Il y a également Erwin Kashkin, qui est avocate. Ça fait 30 ans qu'elle défend le droit des femmes, des Kurdes, de la communauté LGBTI. Dernièrement, elle a été condamnée à 12 ans et demi d'emprisonnement pour avoir soutenu un quotidien. Elle n'a pas pu se déplacer sans passeport, mais nous espérons que nous allons pouvoir l'entendre grâce à l'Internet. J'espère qu'elle est en train de regarder ce soir. Et Abdul Aziz Mohamed, qui a quitté le Darfour en raison de la guerre qui y régnait. On his way. En route pour l'Australie, il a été transféré de force sur l'île de Manaus, donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça fait partie de la politique étrangère d'Australie. Donc il a souffert des dépravations, de la violence, comme tous les autres réfugiés. Et ce qui est assez extraordinaire, il est devenu le porte-parole de toutes ces personnes au risque de son intégrité physique. Il a essayé de nous informer pour nous expliquer ce qui est en train de se passer sur cette île. Donc ce sont 3 candidats excellents et j'ai l'honneur d'annoncer que le lauréat de cette année pour les défenseurs des droits humains est Aziz. Thank you for coming. Merci d'être là ce soir. Et nous aurons l'occasion d'entendre Abdul Aziz Mohamed dans un petit moment. We will have the occasion to hear. On l'entendra dans quelques instants. Mais avant, on a beaucoup entendu parler de Martin Ennals. À ce prix, voici quelques images pour faire sa connaissance. We criticize universally because human rights are universal, even if they're universally disregarded. I think there is less cynicism about human rights in a curious way than there was. There is still double talk, double standards. There always will be. We can never be out of date. There will always be infringements of human rights. And the work which we were doing is part of the overall pattern of human development. Whatever the political system, whatever the country, whatever the cultural background, whatever the religion. Maintenant dans le vif de cette cérémonie, faire connaissance avec chacun des 3 finalistes récompensés à travers un reportage, puis après il y aura la cérémonie proprement dite, la remise du prix, et surtout leur donner la parole, chacun à son tour. We will now know more about.
On va écouter les finalistes avec une vidéo, ensuite la cérémonie de remise des prix. Ils vont nous parler de leur combat. Colombie, sa vie aujourd'hui est toujours en danger pour le travail formidable qu'il a fait pour défendre sa communauté. Our first finalist, Marino Cordoba, fought bravely to defend his community. His life is still in danger nowadays. Here's the film about Marino Cordoba. Tuve que huir y en mi huida los actores armados me buscaban porque era un líder comunitario, una persona que trabajaba y defendía los derechos de las comunidades. Tuve que salir a Estados Unidos, donde tuve asilo político, y tuve que regresar a Colombia porque me siento que aquí soy útil. En Colombia ha habido toda una historia de segregación de los pueblos étnicos afrocolombianos e indígenas, de negación, de exclusión y de marginalización histórica. Mi papá fue mi maestro desde muy pequeño en las responsabilidades comunitarias. Sé que esta tarea no es fácil. Estoy preocupado por el trabajo que él hace. Desde joven venía muy metido en los procesos comunitarios porque es que yo fui un líder a mucho honor reconocido, ¿entiendes? Y se dice que de los padres se hereda algo. ¿Yo? Sí. Después de 22 años, este año decidí volver a mi pueblo, Río Sucio. Es un compromiso de vida, es algo que siento en mi corazón, algo que me motiva a hacer. Pues yo tengo un esquema de seguridad protegiéndome todo el tiempo, carro blindado, escoltas, pero muchos otros líderes en las zonas rurales no tienen ese tipo de medidas. Hay un incremento más alto de que pueden ser asesinados, desaparecidos, torturados. La historia nuestra no ha sido contada. Todo el proceso de la esclavitud y cómo los que huyeron de los esclavizadores se ubicaron en algunos lugares estratégicos para desde ahí defender su libertad, el derecho a la vida. En el año 59, el Estado colombiano negó de posesión tradicional de esas tierras a las comunidades. Se inicia todo un proceso de lucha y eso nos llevó a que en la Constitución de 1991 se reconocen derechos a los grupos étnicos, a los indígenas y a los afrocolombianos. Pero no solamente de la propiedad del territorio, empezamos a hablar también de cómo cuidar el medio ambiente, la madre tierra, el agua, los recursos naturales y minerales que ahí están. Ese es un territorio lleno de recursos naturales, de mucha riqueza natural, que las empresas quieren sin dejar ningún beneficio a las comunidades. Los empresarios son los que pagan a los grupos armados en la región, guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia organizada, para que estos grupos juegan un papel de destruir comunidades, de afectación colectiva a las comunidades. Diferir significa sentencia de muerte. No hay Estado. Esas comunidades no carecían de servicios de salud, de educación, de vías de acceso. La comunidad se organizó
Y es decir, los permisos para extraer los recursos naturales, tanto forestales como minerales, deben de pasar por el consentimiento de los consejos comunitarios. En Colombia se empieza entonces a hacer una presión hacia las comunidades para romper todo el esquema organizativo de la comunidad, romperlos con asesinar a sus líderes, con desplazar a las comunidades para que entonces los empresarios puedan llegar y hacer uso de los recursos naturales sin ningún tipo de impedimento. La guerra llega a nuestras regiones. Que ha tenido que salir por el conflicto y está aquí en el pueblo. Pueden haber unas cifras muy por encima, pero para poder identificar eso tenemos que hacer una caracterización. Aquí también bastante complicado, ustedes saben que también es el tema de derechos humanos. Es el temor, el miedo que tiene la gente de hablar, de denunciar, quién te puede escuchar, quién te puede venir a hacer daño físico. El impacto del proceso de paz en las comunidades realmente no se ha sentido. Yo quiero ser presidente de Colombia, yo quiero ser ministro. Muchachos, pensarse y discutir por eso que ustedes quieren ser en el futuro. Porque es que la sociedad... Es muy triste ver jóvenes siendo asesinados porque han caído en la drogadicción o hacen parte de pandillas. Si los jóvenes están pidiendo que se les apoye, que no los maten, quieren educación, quieren trabajo, quieren servir a la sociedad sin hacerle daño. Mi trabajo es encontrar con ellos, tocar puertas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que se les apoye para cambiar su mundo. Aquí no hay jubilación, aquí no hay vacaciones, aquí no hay marcha atrás, como dice uno. Nuestras comunidades no tienen esa posibilidad de salir a decirlo. Están en medio de los actores armados, que son los que tienen dominio sobre sus vidas y sobre sus decisiones, y mientras estén ahí no pueden hablar. Yo he tenido la suerte en la vida de estar vivo, de salir, de hablar, de denunciar, pero más allá de ello, es de aportar a la construcción del país que quiero, de la sociedad que quiero, del mundo que me sueño es mejor para nosotros. Se siente miedo. Es de humano sentir miedo en medio de conflictos, pero el miedo no puede ser asumido desde el punto de vista de impedir que hay que hacer cosas. El miedo también hay que aprovecharlo de manera positiva para poder hacer cosas, dar fuerza, ánimo. Et c'est Madame Salerno, vice-présidente du conseil administratif de la ville de Genève, qui va récompenser Marino Cordoba. To give the award to our first finalist, Madame Salerno, vice-president of the city of Geneva. Je vous attends tous les deux sur scène. Voilà.
Muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Je souhaitais dire quelque chose. À mes gens en Colombie. Víctimas del conflicto armado y para todos los líderes que han sido asesinados en mi país y por aquellos que luchan y siguen luchando por justicia y por verdad en mi país. I said that this Je dis que ce prix, naturellement, est très important pour les gens de mon pays, ceux de mon organisation, ceux qui ont souffert tout autant que moi. Donc, cette reconnaissance va aussi à ceux qui ont perdu leur vie en se battant pour la justice, pour défendre d'autres personnes qui étaient également attaquées. Je souhaiterais féliciter mon collègue Abdulaziz pour ce prix Martin Nals 2019. Le travail qu'il fait au nom de milliers de personnes me rappelle les affres qu'ont subies nos ancêtres lorsqu'on leur a pris leur terre et à qui on a ôté la liberté et qui ont été les victimes de l'esclavage. Ils ont été vendus, ils n'ont pas été traités comme des humains et on les a fait voyager dans d'autres pays autres que leur pays d'origine. Et cela dans l'intérêt d'autres personnes qui profitaient de cet esclavage. Alors, il faut comprendre les défis qui nous attendent. Et il faut se battre simplement pour survivre et également pour nous éduquer. Et c'est grâce à l'éducation que j'ai compris que ma lutte est très importante, mais ce n'est pas la seule lutte qui se passe dans le monde. Chaque jour, j'entends parler d'autres injustices et je me rends compte qu'elles sont tout aussi horribles que celles qui affectent mes gens. Donc, on veut pouvoir simplement continuer à vivre en attirant l'attention internationale sur des causes très importantes, à savoir simplement pouvoir survivre, comme c'est le cas d'Aziz, qui se trouve sur cette île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela est le résultat de la politique pratiquée par l'Australie en matière d'accueil des réfugiés. Et la cause défendue par Erin Keskin en Turquie, où on l'a condamné à 12 ans et demi d'emprisonnement, il s'agit en fait de faire reconnaître les droits humains fondamentaux en Colombie. Les mouvements que nous représentons sont tous importants et ont besoin de l'attention de la communauté internationale. Je défends les droits humains
Et pour moi, il s'agit de survivre malgré les actions militaires et paramilitaires qui ont mené des opérations pour nous exterminer. Dans ma région de Rio Sucio, en Colombie, cette opération a été menée entre 1996 et 1997 contre la population civile dans ma ville, où plus de 12 000 personnes indigènes noires dans cette communauté ont été déplacées ou ont simplement disparu, certains ayant été assassinés. Cette opération paramilitaire a eu lieu après que nous ayons obtenu des titres fonciers du gouvernement, ce qui a fait que nous sommes devenus propriétaires des terres ancestrales pour la première fois dans l'histoire colombienne. Pendant plus de 500 ans, cette communauté a réussi à préserver ses traditions et nous avons pu ainsi défendre la biodiversité, une richesse incalculable. La Constitution colombienne prévoit de nombreux articles de la Déclaration universelle des droits humains qui garantit justement les droits humains fondamentaux à nos citoyens, mais en pratique, nous ne sommes pas protégés. Surtout ceux qui se battent justement pour que ces droits soient défendus et respectés. En 2018, 176 personnes ont été assassinées qui défendaient les droits humains. Et parmi ces 176, 140 défendaient des causes sociales. C'était des amis des défenseurs des droits humains. C'est-à-dire que tous les 2 jours, un dirigeant d'une communauté comme la nôtre est assassiné. L'État colombien est au fait de ce qui est en train de se faire, mais ne prend pas les mesures nécessaires pour nous protéger, pour protéger notre intégrité physique. Nous n'avons pas de système judiciaire qui permet de poursuivre rapidement les auteurs de ces crimes et de ces assassinats. Pratiquement tous les crimes perpétués à l'encontre des défenseurs des droits humains ne sont pas jugés. Les autorités judiciaires n'ouvrent pas d'enquête sur ces cas et donc on peut se demander finalement si les autorités judiciaires sont aussi co-responsables de ces assassinats. Et pourquoi est-ce que les forces de police et d'instruction sont aussi rapides et diligentes lorsqu'il s'agit d'enquêter sur d'autres crimes? Depuis 2016 jusqu'en 2018, il y a eu plus de 400 Colombiens qui ont été assassinés en essayant de défendre ou de promouvoir les droits humains. Et cette année, 16 dirigeants communautaires ont été déjà assassinés depuis le 1er janvier. Dans mon pays, le nombre d'organisations où les membres de nos organisations sont tous les victimes de la guerre qui ne nous concernait pas.
nous avions, en tant qu'hommes et femmes, des familles, des droits ancestraux à du foncier, des propriétaires de droits fonciers dans une région qui ont été déplacés sans droit, sans titre de propriété. Nos enfants n'ont pas accès à l'éducation ni à l'emploi. Donc, ils ont été recrutés comme soldats de cette guerre qui ne concernait pas. Après 5 ans de guerre civile, beaucoup de Colombiens ont abandonné toute illusion d'un pays où régnerait l'égalité et la justice. Et nous essayons quand même de poursuivre le dialogue. Nous continuons à pratiquer la résistance passive pour offrir une solution de rechange aux autorités quant à la façon de traiter les autres humains. Cependant, je souhaiterais vous dire ceci, sans le droit de faire une erreur, parce que, en raison de la guerre, beaucoup de gens ont décidé que cela suffisait. Il y a en fait beaucoup de personnes qui ont été affectées mentalement par la guerre et donc la haine a gagné du terrain dans mon pays. C'est une maladie très grave et la société colombienne ne connaît que la guerre et voient la guerre sur leur écran télévisé dans leur grande propriété. Ils sont accompagnés de gardes jour et nuit. Ils vivent dans une espèce de bulle d'isolement. Et donc, ils pensent que pour régler tout problème social ou économique, il suffit de faire la guerre. Mais les enfants qui ont été enrôlés de force dans cette guerre ou qui sont exposés à ce genre de confrontation, c'est la génération future. Donc, cette guerre a été cette guerre a eu lieu grâce à ces soldats enfants et vous imaginez bien ce que cela signifie pour l'avenir. Donc, dans les communautés indigènes, nous avons des associations de défense et je peux vous assurer que nous n'allons pas abandonner notre rêve d'une paix durable. Nous allons continuer à défendre l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les guérilleros des FARC parce que nous avons participé aux négociations de ce qu'on appelle les premiers chapitres de cet accord. Ça a été la contribution la plus importante à la paix qui règne dans mon pays et qui inclut notre participation active à la mise en œuvre de cet accord de paix. Cette inclusion dans cet accord de paix a été rendue possible grâce aux organisations des sociétés civiles, tant aux États-Unis d'Amérique qu'en Europe. Nous savons qu'il y a des politiques et des intervenants économiques qui étaient contre la mise en œuvre de ces accords de paix. Ils craignent que ces accords ne modifient leur façon de vivre. Et on ne peut pas envisager de réconciliation ni de pardon de la part de ces membres de la société colombienne. Nous voulons la paix,
la justice et ne pas retomber dans les travers de la guerre qui détruit la paix et la justice. Depuis, nous avons travaillé très dur pour que l'on soit protégé en tant que défenseur des droits humains. Il y a des organisations qui font la promotion des droits humains dans toutes les nations. Le monde s'améliore lorsque nous, de la société civile, nous avons la possibilité de faire des changements. Il y a beaucoup d'autres intervenants qui luttent pour la justice, pour éviter la souffrance, et nous avons besoin de solidarité. Donc, je remercie les membres de la Fondation Martin et Nals de tout leur travail, la communauté internationale et la société civile sont les gardiens de l'humanité. Notre rôle est de continuer à préserver la paix, la dignité, la justice et la démocratie. La Colombie a signé beaucoup de conventions en matière de défense des droits humains. Mais je vous invite à me rejoindre pour concrétiser notre rêve d'une paix sûre, de justice et de paix dans toute la Colombie. Je vous invite à continuer à soutenir cette lutte que beaucoup de femmes et d'hommes dans notre pays, cette lutte pour la paix, la justice et la démocratie, qui donne un exemple aux autres pays de ce monde. Je vous remercie infiniment. We go on with the live. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant entendre Madame Erin Keskin, qui est très courageuse, qui, en tant qu'avocate, a défendu les droits fondamentaux. Elle doit faire face à de nombreuses années de prison pour des crimes entre guillemets. 30 ans, l'avocate Erin Keskin défend en Turquie notamment le droit de plusieurs minorités, dont les Kurdes notamment. Elle est en ce moment condamnée à plusieurs années de prison et pour vous donner une idée une des accusations qui lui est reprochée, c'est d'avoir insulté le président turc. Nous faisons la connaissance de Madame Keskin. Davadan çok şunu söyleyebilirim. Benim çok arkadaşım öldürüldü. Bunun dışında ben bu coğrafyanın en büyük sorununun ve yüzyılın ilk büyük suçunun Ermeni soykırımı olduğuna hep inandım. Ve ondan sonraki muhaliflere yönelik her türlü baskı eylemi, Kürt meselesi, Ermeni soykırımı, bütün bunlar benim için belirleyici şeyler. Vazgeçmemi de engelleyen gerçekler bunlar.
korkuyorsunuz yaptığınız iş sırasında tabii ki. Çünkü tedirginlikleriniz oluyor. Ama şunu öğrendim bu mücadele boyuncaki. Cesaret insanı en çok koruyan şey. Yani cesur olmak zorundasınız. İdama karşı olmak Türkiye'de, Hele bir Kürdün idamına. bir Kürdün idamına karşı olmak terörist damgası yemektir. Nasıl oldu? Bir tane kadın, ya Urfa çok kötüydü gerçekten. Urfa zaten şu anda bütün Türkiye ve Kürdistan'da en kötü yer. Evet öyleymiş. Sizi orada tanımadıkları için, mesela Urfa'da tanıyorlar genelde Tabii, insanları. tabii. Bazılarına karşı biliyorlar, hani İHA'de bilmem ne yapmayabiliyorlar, ama sizi tanımadıkları için Tabii. tamamen iradeyi kırmaya Tabii yönelik. mesela Adana Emniyeti ne baktığımızda yani adamlar seceremizi biliyorlar Tabii. falan. Tek çocuk musun? Ya benim 3 tane. Öyle mi? Tabii. Maşallah. 3 tane. Bazen diyorlar. Hani 25 yıldır tanıyoruz seni. Hani gerçekten öyle Adana'da 25 yıllık bir geçmişim var alanlarda. O 25 yıldır ya gözaltındasın ya cezaevindesin. Ne ara? Bunlar ne ara? Ben de dedim ya boş vakitlerimde yaptım falan ya. Yani o işte sanık olduğunuz dosya. Bizim şikayetçi olduğumuz dosya için almadık. Benim çocukluk yıllarımda gençler, bir grup genç devlet tarafından suçlu ilan edilerek her yerde aranmaya başlar. Ve sonra onlar sadece düşünceleri nedeniyle yargılanıp idam edildiler. Bu beni çok etkiledi bu olay ve özellikle idamın çok kötü bir cezalandırma biçimi olduğunu düşündüm ve böyle insanları savunmak gerekir düşüncesine kapıldım. Şimdi bir kere insan hakları mücadelesi bir yaşam biçimi haline geliyor. Yaşamımı bütünüyle etkiledi. 2 kere ölümden döndüm. Yani 2 kez silahlı saldırı yaşadım. 6 ay cezaevinde kaldım. Şiddetin çok içselleştirildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana insan hakları ihlalleri var. Düşünce ve ifade özgürlüğünün en çok baskı altında olduğu süreç diye tanımlayabilirim. İçeride bu kadar baskının olduğu bir coğrafyada uluslararası dayanışma çok önemli. Yani bana göre uluslararası dayanışma bizi koruyan bir dayanışma biçimi. Ben orada oturmuyorum. Ben orayı boşaltalara ait. Arkadaşım karnından, elinden yaralı. Bütün ev kan revan içerisinde. Ekip gelir gelmez. Yani hani hiç olayı sorgulama yok. Hani kim aradı, niye aradı, yaralanan kim, saldıran kim, bunların hiçbirini sormadan direkt şöyle bir baktılar. Ortada bir tane trans kadın var. Direkt bana saldırmaya kalkıştı. Sonra ben ağladım. Bana dedi ki niye ağlıyorsun, suçlu olduğun için mi ağlıyorsun dedi. Ben dedim ki nasıl baş ediyorsunuz? Yardım alıyor musunuz? Yani hep bu sorular sorulur. Beni en çok iyileştiren şey kedilerimle olan ilişkilerim. Duygusallık olmadan, yani kendinizi o işe yakın hissetmeden, karşınızdakini anlamadan yapılacak bir iş değil, alan değil, insan hakları alanı. Eğer yeni bir Eren Keskin doğacak olsaydı ve ben de ona önerilerde bulunacak olsaydım söylerdim, yani devletin resmi ideolojisi, sana dayattığı resmi ideolojiye inanma. Sana okullarda öğretilen resmi tarihe inanma. Sorgula, doğruyu aramaya çalış. Her yerden dinle, tek bir yerden dinleme. Araştır, hemen inanma derdim. 143 dava var şu anda hakkımda.
Toplam 12,5 yıl hapis cezası var. Ve bunları çok kısa bir süre sonra kesinleşecek ve cezaevine gireceğim şimdiki yasaya göre. Çok yüksek para cezaları var hakkımda. Yani ben bu mücadeleyi cezaevinde de olsa yapmak kararlılığındayım. Çünkü insanların düşünceleri nedeniyle yargılanamayacaklarını düşünüyorum. Ben kimseye şiddet uygulamadım. Tabii ki tedirgin ediyor beni. Çünkü benim yaşlı bir annem var, 85 yaşında. Ona bakmak zorundayım. 3 tane kedim var. Evim kira. Yani bütün bunlar hayatla ilgili şeyler. Yani bunlarla nasıl baş ederim diye tabii ki düşünüyorum. Bunlar tedirginlik yaratıyor. Ben cezaevine girdiğimde işte anneme kim bakacak, kedilerime kim bakacak, evimin kirasını nasıl ödemeye devam ederim ya da evimi mi kapatacağım. Bunların kararlarını verdim en azından. Bu ön çalışmalarımı yaptım. Hazırlıklarımı yaptım. Şimdi bekliyorum artık. Et malheureusement, Madame Eren Keskin, comme vous l'avez entendu, n'a pas obtenu son passeport, donc elle n'a pas pu venir nous voir. Elle est représentée par la professeure Bilgin Ayata, qui va venir sur cette scène, en compagnie de Monsieur Stavros Lambrinidis, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, qui va la récompenser. Mrs. Eren Keskin is represented in person by Madame the Professor Bilgin Ayata to give the award, the European Union Special Representative for Human Rights. So I have a request from the photograph, if you could come sit in front of here. It down. Thank you. Well, you can imagine what kind of an... Vous imaginez à quel point c'est compliqué de recevoir un prix qui ne vous est pas destiné. Je suis là comme simple truchement et j'espère bientôt pouvoir lui remettre ce prix. Comme vous le savez, Eren Keskin ne peut pas être ici ce soir. L'État turc ne lui a pas permis de quitter le pays. Vous avez vu dans la DIFEO les différentes condamnations qui l'attendent. Donc, je la représente avec beaucoup d'humilité. Je souhaiterais très brièvement vous parler d'elle et vous dire l'importance de son travail. L'État turc a persécuté Madame Keskin depuis des décennies, mais elle ne cesse de vouloir dire la vérité et de défendre ceux qui ont été opprimés. Elle est crainte par l'État turc et elle est la lumière qui illumine la vie des opprimés. Elle ne lutte pas simplement contre ceux qui attaquent les droits humains, elle se bat également pour
les disparus, le droit à la mémoire. Elle vient en aide aux proches pour récupérer les corps mutilés des charniers kurdes. Elle essaye de faire reconnaître le génocide arménien bien avant que l'on en parle dans le reste du monde. Elle n'a cessé de briser les tabous. Elle défend tous ceux qui sont indéfendables d'après l'État. Grâce à son travail depuis 30 ans, elle a rédigé une autre histoire de la Turquie qui a permis de révéler les formes passées et actuelles de la violence d'État, mais a également mettre en avant les structures homophobes, sexistes de la société turque. J'ai le grand honneur de travailler avec Eren Keskin sur la violence sexuelle dans les prisons et en garde à vue, et je l'admire de toute mon âme. Elle nous a raconté des anecdotes horrifiantes de torture et de violence, et je me suis toujours demandé comment elle n'était pas étouffée par cette archive de douleur et d'injustice qui n'a cessé de s'accumuler. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de pouvoir assez fort pour lui imposer le silence. Comme elle le dit, savoir, c'est agir, c'est lutter, même si les conditions sont impossibles. C'est ce qui distingue les défenseurs des droits humains des opportunistes politiques qui détournent leur regard lorsque les conditions s'y prêtent. Pour elle, les connaissances vont de pair avec la responsabilité. Cette responsabilité par rapport au passé, aux expériences des victimes et de leurs proches, et la somme collective des injustices qui font qu'elle continue la lutte avec autant de vigueur qu'il y a 30 ans. Elle a dit que l'origine de son dévouement, la défense des droits humains et l'amour de son prochain, je crois que c'est également l'origine de son humilité, de sa beauté. C'est une véritable cosmopolite, bien que la plupart des condamnations contre elle ont pour objet la défense des Kurdes, et elle ne pratique pas les deux poids, deux mesures. Les droits fondamentaux sont en danger dans le monde entier en raison des activités des autorités, et donc il est très important que sa lutte légendaire des droits humains soit reconnue à l'international grâce à ce prix et à cette nomination. C'est donc une expression de solidarité et nous avons besoin d'actions concrètes pour la défendre, elle, en tant que défenseuse des droits humains, et pour tous ceux qui sont à la merci de l'État turc pour des raisons politiques. Je voulais le dire puisque nous sommes ici en Suisse et vous avez la possibilité d'intervenir vis-à-vis des autorités turques. Avec un peu de chance, on va pouvoir... Ah non, malheureusement, on n'arrive pas à l'entendre par l'Internet. Il va nous dire quelques mots que nous avions enregistrés auparavant. Alors, je vous remercie en son nom. Merci beaucoup. Benim yaşadığım coğrafya insan hakları açısından Pour ce qui est des droits humains, on est obligé à rester silencieux, donc on a besoin de soutien international pour nous protéger. Ce prix Martha Annals, justement, permet de défendre les défenseurs des droits humains. C'est un prix très important en matière de défense des droits humains. C'est pour la raison que je vous remercie de m'avoir nommé finaliste de ce prix prestigieux. C'est un grand honneur et c'est également une nomination qui va me protéger. Donc, merci infiniment.
Thank you. We will now have the honor and pleasure to welcome Madam Kate Gilmore, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights, who will tell us more about the task that's hers at the moment. J'accueille Madame Kate Gilmore, la haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, pour évoquer la situation aujourd'hui dans le monde de ces fameux droits humains. Welcome. Thank you very much. Indeed, it's an enormous... Merci beaucoup. C'est une grande joie, un privilège qui me remplit d'humilité d'être ici, dans cette communauté mondiale des défenseurs courageux des droits humains et leurs supporters, et d'honorer, célébrer l'important travail qui a été accompli pour préserver la dignité humaine. Et au nom de la haut-commissaire des droits humains, Madame Michelle Bachelet, qui m'a dit qu'elle était très désolée qu'elle ne puisse pas être des vôtres ce soir, nous souhaiterions remercier la ville de Genève pour cette création d'espaces comme celui-ci. Ils sont en première ligne pour ce qui est de la défense des droits humains. Nous souhaiterions remercier Hans et Dick et le jury du prix Martin & Hals pour votre courage, votre persévérance. La haut-commissaire voulait célébrer les nommés pour ce prix Martin & Hals. Donc, devant vous, grâce à vous, nous avons le privilège de manifester de la solidarité avec les défenseurs des droits humains dans le monde entier qui doivent se battre au quotidien, qui luttent tous les jours, qui recherchent, qui imaginent, qui insistent, qui très souvent, alors que cela leur coûte énormément, qui exigent quelque chose de très simple, c'est-à-dire que tous puissent exercer leurs droits humains fondamentaux. Donc nous avons nommé un lauréat extraordinaire de ce prix Martin & Hals. Ça fait 25 ans qu'on les met en lumière par excellence avec une cérémonie comme celle-ci. Dans leur exemple, nous avons le courage personnifié. C'est eux qui mettent de la compassion au cœur de leur participation publique. Ce n'est pas leur action qui repose sur les plaintes et les problèmes, mais qui parle de solutions enracinées dans les droits humains, des solutions des droits humains aux errements. Vous savez que ce prix Martin & Hals célèbre son quart de siècle. Un âge important, l'heure est venue de réfléchir à ce qui s'est fait au cours de ces 25 dernières années depuis 1994. On a réalisé d'énormes progrès grâce en très large partie aux défenseurs des droits humains et grâce aux interventions de la société civile. Beaucoup de progrès pour éliminer la discrimination, améliorer la santé, réduire la faim et démanteler la très grande pauvreté. Il y a à l'heure actuelle une architecture mondialisée d'organisations qui font la promotion et la défense des droits humains. Il y a des tribunaux pénaux internationaux, il y a des mécanismes de transparence. Il y a des organisations nationales, régionales et internationales de défense des droits humains.
Il y a des mouvements de défense des droits humains locaux et des organisations de société civile. Et depuis 1994, beaucoup se sont battus pour demander que ces valeurs démocratiques soient mises en pratique. Les États en parlent en théorie, mais ça ne se fait pas partout. Pour tous ces progrès, malheureusement, il y a eu également des défaites, des histoires malveillantes, vindictives, sont en train de rallumer des haines entre les communautés dans des pays, dans des régions. Dans le monde entier, on voit les preuves des effets de la répression de ces droits des gens de participer à des décisions qui nous affectent, de leur droit de se retrouver, de se réunir, de s'organiser pour exprimer nos points de vue, de se faire entendre. Les attaques, les menaces contre l'espace civil, la société civile ne cessent d'augmenter. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette décennie, le nombre de lois et de politiques qui restreignent les possibilités de participer à l'avenir de la société n'ont cessé d'augmenter. Empêcher des associations d'être créées, empêcher les fonds d'être transférés, criminaliser les actions des défenseurs des droits humains, des défenseurs qui sont considérés comme des traîtres ou des terroristes, des campagnes de désinformation, d'harcèlement et d'intimidation à leur encontre. Les défenseurs des droits humains sont emprisonnés de façon arbitraire. Les mouvements des défenseurs des droits humains ne sont pas autorisés, ils ne sont pas protégés, ils doivent faire face à des attaques physiques, de la violence reposant sur le genre et même des assassinats. C'est donc assez extraordinaire que ceux qui sont les plus en danger sont ceux qui défendent les droits des femmes, qui se dressent pour défendre les droits du travail et qui luttent contre la discrimination contre les personnes LGBTIQ. Des journalistes qui sont ciblés, ceux qui font des enquêtes et qui exposent les abus en matière de droits humains. Ce sont les défenseurs de l'environnement qui sont en train de mourir en nombre et ce sont ceux qui défendent les migrants et les réfugiés qui sont intimidés. Chers amis, ils se sont levés pour nous. C'est à nous maintenant de nous lever pour eux. Il nous faut agir de façon plus décisive pour protéger ceux qui sont menacés. Nous devons honorer ceux qui payent le prix ultime. Il ne faut jamais oublier leurs pertes, ni partir du principe que leur contribution va de soi, ni accepter l'impunité qui va de pair avec le traitement inhumain qui leur est accordé. Nous devons défendre les défenseurs. Oui, c'est vrai. Il nous faut renforcer notre engagement par rapport à ceux qui se sentent délaissés pour compte vu l'évolution très rapide de la mondialisation. Il faut comprendre que leur désenchantement par rapport aux promesses économiques qui n'ont pas été respectées, les engagements électoraux qui n'ont pas été satisfaits, les fruits de développement qui ne sont pas partagés, sont en train de les encourager à ne pas respecter des institutions, quelles qu'elles soient, y compris les Nations Unies. Ils pensent qu'on ne peut pas nous faire confiance pour défendre leurs meilleurs intérêts, que l'action multilatérale, ce n'est que illusion pour ces gens-là qui pensent qu'on ignore leurs besoins et qu'on n'entend pas leur voix. Il faut tendre la main, mais c'est avec ceux auxquels on dénie leurs droits, c'est avec eux qu'il nous faut nous lever et manifester notre solidarité de façon claire. Nous
devons faire davantage. Nous devons faire passer coûte que coûte ce message que la critique et la dissension ne représentent pas le terrorisme. Au contraire, c'est un outil de prévention pour lutter contre l'expression de grief. Et lorsque les gouvernements ne permettent pas aux citoyens de s'exprimer, ils minent les actions de l'État de faire ce qu'il a à faire. Et lorsqu'ils n'entendent pas ce que leurs gérants leur disent, ils minent la sécurité et la paix auxquelles ils se sont engagés. C'est la raison pour laquelle la haut-commissaire m'a demandé de vous remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour susciter cette dynamique que représente le prix Martin et Nals. Merci pour votre leadership, votre partenariat et pour votre persévérance. Merci de nous avoir montré le chemin de façon à ce que nous puissions continuer la route ensemble et mobiliser davantage de communautés de soutien et de solidarité dans le monde entier. Ce soir, nous rendons un hommage tout particulier à 3 défenseurs des droits humains, des défenseurs exemplaires, Marino, Eren et Abdul Aziz. C'est un tel honneur d'être là parmi vous. Merci. Merci de tout notre cœur pour le travail que vous avez accompli, pour votre courage, pour l'inspiration que vous nous apportez. Et Eren, des collègues dans mon bureau ont travaillé avec elle pendant des années. Nous sommes tellement fiers de votre travail, de tout ce que vous avez réalisé, surtout pour ce qui est de la violence reposant sur le genre. Chers amis, les défenseurs des droits humains sont très importants pour défendre la dignité. James Baldwin savait utiliser la plume pour éliminer des torts, surtout les torts exercés contre des personnes d'origine africaine. Une fois, il s'est adressé à Angela Davis, qui venait de faire de la prison, et il lui a écrit « Nous devons nous battre pour votre vie », comme si c'était notre propre vie en jeu. Et c'est effectivement le cas. Nous devons nous battre pour votre vie comme si la nôtre était en jeu, ce qui est le cas, et faire en sorte qu'avec nos corps, nos vies, que ce soit impossible de se frayer un chemin vers les chambres à gaz, de faire en sorte que ce couloir menant à la chambre à gaz ne puisse pas être accessible. Car s'ils viennent me chercher ce matin, ils viendront vous chercher ce soir. C'est ce qu'il écrivait. Kofi Annan nous encourage tous à comprendre cela comme cela. Quand les droits des défenseurs des droits humains sont mis en question, tous nos droits sont en danger. Nous tous, nous sommes en danger. Et l'inverse et le contraire est vrai. Nous sommes plus protégés, plus respectés, plus encouragés dans notre chemin vers un progrès durable et inclusif grâce à Eren, Marino et Abdulaziz. Ils se sont levés pour nous. On va se lever pour eux. On va se lever pour les droits humains. Thank you so much, Kate Gilmore. We'll see.
Merci. On vous retrouvera à cette scène. Ample connaissance avec notre finaliste, avec Abdulaziz Mohamed. Parti adolescent de sa patrie, le Darfour, déchiré par la guerre au Soudan, il vit depuis des années maintenant dans différents camps de rétention en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie pratiquant une politique des réfugiés extrêmement sévère. Abdulaziz Mohamed is a refugee from Sudan. He left Darfur as an adolescent because of the war, and despite having a valid claim as a refugee in Australia, he has been kept for 5 years, more than 5 years, on the island of Manus in Papua New Guinea due to the Australian refugee policy that many have labelled cruel. Here is his story. I know it's like death or life because I do not have any other options. My first attempt to cross the oceans, I didn't make it, and I have lost 5 of my friends. That memory is still on the back of my head. What I did was, I just overcome my fear. The Australian government has a strict policy on refugees, holding them in what it calls processing centres. They look more like prison camps. And those camps aren't even in Australia. One is on Manus Island in Papua New Guinea, the other in the Pacific Island nation. They took us forcibly to Papua New Guinea, Manus Island. The phone that we are using, it is really illegal, and they can confiscate the phone from us. The immigration minister, he has visited us with only 3 words. You will never and ever come to Australia. He turned his back and he walked away. And they have played the video. You have been brought to this place here because you have sought to illegally enter Australia by boat. The new Australian government will not be putting up with those sorts of arrivals. If you have a valid claim, you will not be resettled in Australia. You will never live in Australia. If you are found not to be a refugee, you will remain in this camp until you decide to go home. And so I urge you to think carefully about that decision and make a decision to get on with the rest of your life. Conditions really terrible. It's a kind of a hangar. We call it like a chicken house. 122 people of a different nationality. There's no breezeway. According to what we heard, we're going to be here only for a couple of months. I've been following a lot and very closely about the ongoing crisis in Sudan. Darfur may have faded from the world's attention, but for many the conflict has never left. War and famine have plagued this region since February 2003. I was between 15 and 16 years old. We ran from the villages until we found some shelters. My parents, they say, look, Aziz, you have to go. We have seen the rebels are hovering around the camps and they were looking for young men like you, my son, and they will abdicate you. Leave us here and just go. I took only my clothes and I walked away.
This is now the third Ramadan that we have been spending here on this island without our families near to us. We need to know what's going to happen to us. Some people, they're just cutting themselves. I always say to myself, like, I'm out of this center, I'm out of this center. And I repeat it like maybe 100 times, oh, I'm out of the center, I'm not in the center, I'm not in the center. To keep my mind strong. That's my bed. That's where I sleep. The Supreme Court in Papua New Guinea has ruled the detention of asylum seekers on Manus is illegal. The court has ordered the PNG and Australian governments to cease the practice immediately. Today they have announced the closure of center will be on 31st of October, and you guys are not allowed to stay here, you have to leave the place. Clear message to the government, the PNG government and Australian government, that we are not going to leave this detention center to another detention center. We only want freedom in a safe country, and it is a clear message. What we want? Freedom! What we want? Freedom! What we want? Freedom! When you cry or when you scream, no one can hear you. So, and I thought that is a better idea for me to be the messenger, to be the voice of everyone, so that the other people will hear. It doesn't matter where I'm going to end up. We are just 10 more days left for us. So I don't know what exactly is going to happen to us. Everyone is really anxious and depressed and worried, especially when they say that they're going to use the force. Today they have announced in the Senate that they are going to cut the water and the power, including the food. The immigration came in this afternoon to destroy everything that we have built, to destroy our water supplies. The rubbish bin that we saved some water in it, they kick it down, the water went on the ground, and we built some shelters that also they destroyed. They went and then they cut everything that we put around, like the line to put our clothes on top of it. And some of them, they keep saying that this is our land and you guys have to move from this place. You are not supposed to stay in our country, go back to your country and move out of our land. They cut the services on Manus Island. We have been denied our basic needs, water and food and electricity. That does not mean that we are going to surrender. We have been in this place for 4.5 years and we have not committed any crime. If we leave this place, no one is going to guarantee our safety. They removed us from the previous detention center to a new detention by force, beating, handcuffing. This place may look a bit better, but it's still prison. The situation still look the same.
And to present the award, I welcome back Madame Kate Gilmore, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights. Madame Kate Gilmore, la haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, qui va remettre le 25e prix Martin Ennals pour les droits humains à Abdul Aziz Mohamed. You can put it there. I feel a little bit cold and shaking. So J'ai un peu froid. C'est la première fois que je suis dans un pays froid. Salam. Good afternoon, ladies and gentlemen. Merci aux représentants de la communauté internationale. Merci aux citoyens de Genève pour avoir pris le temps de venir participer à cette cérémonie extraordinaire, et à tous mes frères et sœurs dans le monde entier, mes amis et les héros qui vivent sur l'île de Manus et à Nauru. Merci aux membres du jury international de m'avoir choisi, et merci à la ville de Genève de m'avoir reçu. Merci au gouvernement suisse d'avoir permis de venir ici. Je ne pensais pas pouvoir un jour revenir dans un pays comme la Suisse, et je suis à Genève maintenant, mais j'ai l'impression d'être toujours à Manus. Je n'ai pas l'impression que ce soit réel. Je souhaiterais exprimer mes félicitations à ma sœur Erin et à Marino. Malheureusement, Erin n'est pas des nôtres ce soir. Ce n'est pas facile de se trouver dans un endroit où on se bat pour ses droits. Il y a tellement d'obstacles sur le chemin, et il y a tout le temps des obstacles que vous devez franchir au quotidien. Vous en franchissez un et il y a un autre qui se profile à l'horizon. C'est important que nous ayons le courage de se lever, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés dans cette salle pour défendre les droits des autres. Et aujourd'hui, dans mon pays, les droits des défenseurs des droits humains ne sont pas respectés, les droits des réfugiés ne sont pas respectés. Et nous avons fait l'objet de discrimination et de ségrégation dans mon pays d'origine. J'ai connu un monde, le président du pays est accusé par la Cour pénale internationale puisqu'il est à l'origine du génocide du Darfour. J'ai réussi à m'éloigner du Soudan pour pouvoir me battre pour défendre ceux qui sont restés sur place et pour les autres victimes dans le monde entier. Malheureusement, je me suis retrouvée emprisonnée dans un pays du monde occidental qui croit en la justice et la démocratie, et je me suis retrouvée comme un animal en cage.
J'accepte ce prix au nom de tous les requérants d'asile dans le monde entier, tous ceux qui sont à mes côtés dans cette lutte. Je n'y serais jamais arrivée sans eux, sans votre soutien. Et ce qui est encore beaucoup plus important, ce prix signifie énormément. Pas simplement pour moi, mais parce que cela nous remplit de joie que la communauté internationale nous reconnaît notre existence, notre lutte. Ça va nous permettre d'envisager un jour de plus de lutte parce que nous avons perdu l'espoir, la foi et nous nous battons pour survivre, non pas jour après jour, mais heure après heure. Ce n'est pas facile d'être emprisonné dans un endroit où tout le monde vous considère comme un criminel et la seule chose qu'on vous dit, c'est que vous avez fait une erreur. Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans ce pays et vous devez vous déclarer satisfait dans une prison? Vous n'avez même pas l'occasion de vous exprimer ou de leur dire « Mais écoutez, je ne suis là que pour voir votre protection, rien de plus. Et je suis là prêt à contribuer, à participer à votre communauté, à vous donner le meilleur de moi-même. » Mais malheureusement, quand vous n'avez pas de pouvoir, les gens ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas. Donc, j'ai décidé de me lever et me battre pour tous ceux qui vivent sur l'île de Manus. J'ai passé 5 ans sur l'île de Manus et j'ai eu à faire face à beaucoup de problèmes. On m'a harcelé, on m'a emprisonné dans cette prison. J'ai été mise à l'isolement, on m'a restreint mes mouvements et on m'a accusé d'être un incitateur de violence parce que je viens d'un pays où il y a la guerre et il n'y a pas de sécurité ni de protection et vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Pourquoi est-ce que je me plains? Parce que dans mon pays, les gens seront torturés. Vous savez, en votre fort intérieur, que vous allez mourir. Les gens qui ont subi des tortures psychologiques ou mentales, eh bien, ces gens vont être affectés tout au long de leur vie. Ça fait 3 jours que je suis à Genève et tous les jours avant de m'endormir, je dois voir où se trouvent mes amis, parce que ça fait partie de ma routine. Sur l'île de Manus, je m'occupe d'une 30aine de personnes tous les jours en leur donnant de l'espoir. Restez en vie, gardez espoir. Je veux les maintenir en vie, ces gens. Ce n'est pas facile, croyez-moi. Je sais que vous êtes en train de vous demander comment je suis arrivée jusqu'ici. Moi-même, je me frotte les yeux. Comment est-ce que je suis arrivée ici? Je suis tellement éloignée de l'île de Manus, peut-être physiquement, mais dans mon esprit, je suis toujours à Manus. Quand je suis arrivée en Australie, j'avais 20 ans. J'étais un jeune homme avec beaucoup d'énergie, j'avais tellement de choses à offrir. Mais au lieu de cela, on m'a mis en prison dans une cage pendant 6 ans. Mais cette cage, au lieu de m'affaiblir, cette cage m'a rendu ma force, m'a donné l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires comme vous, de rencontrer des gens qui se battent jour et nuit pour défendre les droits des autres. Et ce n'est pas une tâche aisée. Il me faut faire preuve de force et de courage et d'être le porte-parole de tous ceux qui souffrent. On peut rester en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on n'a pas le droit d'y rester et nous ne pouvons pas aller dans un autre pays parce que l'Australie ne le veut pas. Et nous ne pouvons pas nous rendre en Australie parce que nous représentons une menace pour les politiques en Australie. Donc, nous sommes à des milliers de kilomètres d'Australie. Mais chaque chose de notre vie, chaque décision dans cette île
est déterminée par des politiques australiens ou par le gouvernement australien. On nous a transférés de force en 2013, menottés et envoyés sur l'île de Manus. Et en fait, on voulait obtenir une protection de l'Australie, mais ils nous ont envoyés dans un pays où il n'y a pas de protection, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au cours des 5 dernières années, j'ai perdu 12 personnes, mes meilleurs amis, les amis dont je me suis occupée, et je regrette de ne pas avoir réussi à leur sauver la vie. Malheureusement, je n'avais pas de pouvoir, je n'avais rien à leur offrir. 11 d'entre eux sont morts en raison de négligence médicale. On ne nous a pas donné des choses de base. Il n'y a pas d'hôpital où on peut se faire traiter. Il n'y a pas de conseiller psychologique pour lui dire ce qui nous arrive. On nous dit simplement de repartir là d'où nous venons. Nous ne sommes pas les bienvenus dans notre pays. En 2014, quand nous avons commencé à protester, à demander la liberté et la justice, et on a perdu l'un de nos proches amis, il a été battu à mort. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter son histoire, et ce prix sera partagé avec ceux qui ont perdu leur vie et qui restent emprisonnés sur l'île de Manus et Nauru. Nous ne sommes pas oubliés et nous sommes heureux de ne pas être oubliés. Et je peux vous dire que les gens de Manus, ils ne dorment pas. Il est 4 heures en Australie, 3 heures du matin à Manus. Ils veulent savoir à quel point la communauté internationale souhaite les soutenir. Les réfugiés, les requérants d'asile sur l'île de Manus sont devenus une communauté. Ils se battent ensemble parce qu'ils croient que l'union fait la force. Et s'ils ne parlent pas d'une seule voix, ils ne pourront pas s'occuper les uns des autres. Et on s'occupe davantage de nos amis, encore mieux que leurs parents. La première chose que l'on rencontre le matin quand on se lève, on voit nos amis. Et ils ne sont pas bienveillants et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide. Et par ailleurs, vous voyez des gens qui portent un uniforme gris qui vous pointent du doigt et vous regardent de telle façon à ce que vous ne vous sentez pas un être humain, un criminel ou un animal. Vous êtes un simple numéro. Et nous sommes connus comme des numéros. Pour le gouvernement australien, ils nous ont éliminés. Ils ont éliminé notre nom. Moi, je m'appelle QNK002. Et si je n'utilise pas ce numéro, je n'obtiens pas d'eau ni de nourriture. Et si je n'utilise pas ce numéro, je n'ai pas accès aux soins médicaux. J'ai dû répéter ce numéro pendant les 6 dernières années. C'est devenu mon nom. J'ai de la peine à me rappeler que je m'appelle Aziz. Ce n'est pas facile, vous savez, malgré le fait que je sois en contact avec des journalistes. Quand ils me demandent mon nom, je leur dis que je m'appelle QNK002. Et un bébé né dans ce centre d'emprisonnement sera affublé d'un numéro et son nom est un numéro. Il n'a pas d'autre nom. Imaginez où nous en sommes. C'est un moment historique aujourd'hui. C'est un moment historique et je souhaiterais saisir cette occasion pour féliciter les réfugiés de l'île de Manus et de Nauru, et je souhaiterais
féliciter tous les réfugiés dans le monde entier. Il faut que vous clamiez vos droits haut et fort, peu importe l'endroit où l'on vous place. Speak up of your... Alors, déclarez vos droits, surmontez vos peurs. Il y a tellement de jeunes dans les centres de détention pour réfugiés dans le monde entier. Ils existent, mais ils ont peur de la persécution, de l'harcèlement, de la torture. Mais quelquefois, en tant qu'être humain, vous devez vous sacrifier pour les autres. La liberté, ce n'est pas gratuit, il faut la payer. Et le paiement, c'est votre sacrifice. Et le paiement que nous effectuons aujourd'hui à l'île de Manos et de Nauru, eh bien, c'est ce sacrifice, ces sacrifices que j'ai fait moi-même, et pour vous raconter cette histoire extraordinaire, parce que c'est une histoire triste en fait, dont vous entendrez peu parler. Il faut que vous le ressentiez, cette histoire. Hein. Imaginez perdre votre humanité. Imaginez des gens qui mettent des innocents vulnérables qui sont en quête de protection, de les exposer à un traitement cruel et inhumain, des conditions telles qu'ils perdent la foi en leur existence, en l'existence de Dieu, alors qu'ils viennent la plupart de pays musulmans ou chrétiens, et leur foi est grande, mais la situation est telle qu'ils ont perdu leur foi et que Dieu n'existe plus. Ce n'est pas une histoire agréable à raconter. Je vous remercie encore cet événement. Je remercie encore une fois la communauté internationale d'entendre notre histoire et de la partager. Merci d'être venu, et je souhaiterais vous remercier, le gouvernement suisse, pour cette occasion qui m'est ainsi donnée. Je vais passer 2 semaines ici, ensuite je retournerai à Manus, et les gens m'attendent, qui regardent ce qui se passe, pour que je partage ce prix avec eux, que la communauté internationale reconnaisse notre lutte, notre résilience. Et c'est un moment historique pour nous tous. Merci encore. Merci infiniment. Thank you so much, Aziz. And I have a little secret. Aziz is going to be 26 years old this Sunday, coming Sunday. It's the first time he's going to be free for his birthday. So I think we should all sing for him a happy birthday in advance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aziz. Happy birthday to you. And now I call the president of the Foundation Martin Ennell, Dick Austin, qui va nous rejoindre, donc le président de la Fondation Martin Ennell, qui va nous donner quelques mots pour clore cette cérémonie. C'est pas facile de passer après Aziz, hein? Thank you very much. This is Merci, c'est impossible en fait, mais ça fait partie du protocole.
Donc, vous avez très bien commencé avec la liste protocolaire des représentants des différentes organisations et on a terminé avec 3 personnes extraordinaires. Et moi, ce que je dois simplement faire, c'est de vous remercier encore et encore. Donc, on remercie surtout Aziz, Marino et Ren nous avoir ainsi inspirés. Mais cela dit, je souhaiterais remercier tous ceux qui font que cette fondation soit possible, que cette communauté Martin et Nals existe. La Suisse, Genève, le gouvernement suisse, le gouvernement fédéral, le canton et plus encore la ville de Genève, avec laquelle nous gérons un partenariat grâce, entre autres, à Madame Sandrine Salerno. Donc, il n'y a pas que la Suisse, mais également d'autres gouvernements qui nous soutiennent, à savoir sans n'importe quel ordre, l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, le Liechtenstein et la Norvège. Et nous avons un donateur privé, Brød für die Welt. Et pourquoi ils nous soutiennent? Eh bien, c'est le jury indépendant de 10 défenseurs des droits humains des organisations non gouvernementales qui nous donne cette crédibilité, qui rendent ce prix crédible. Human Rights Watch, Frontline Defenders, Human Rights First, the International Federation for Human Rights, FIDH, International Service for Human Rights, Euridocs, Brød für die Welt, the International Commission of Jurists, the World Organization Against Torture. Ça, c'est le jury. Et enfin, je souhaiterais remercier Hans Thulen, qui a été à l'origine de ce prix. Il quitte le conseil d'administration, mais il va au conseil de fondation, mais il va continuer à présider les travaux du jury. Merci. Et je vous remercie d'être venu ce soir.